Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des poses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image.
Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque, et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel-gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient en bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même avoir fané. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus.
Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines, ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales, et que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps, et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums.
Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit en cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool, et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette, mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol.
Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci?
En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur. Et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djeser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djeser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djeser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5 km et demi. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations.
Mais l'histoire devient encore plus fascinante. Car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. L'un des endroits les plus inexplorés et les plus mystérieux de la Terre se trouve à la vue de tous.
c'est l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité. La merveille du monde antique cache un secret que les scientifiques et les archéologues ne peuvent toujours pas résoudre. Il s'agit du grand sphinx de Gizeh en Égypte. L'énorme sculpture d'un lion à tête humaine a été taillée dans la roche il y a environ 4500 ans. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la date exacte de sa création et ignorent également qui l'a construit et dans quel but. Il existe de nombreuses hypothèses et théories, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. La plupart des gens ont vu cette majestueuse sculpture, que ce soit en photo ou en réalité, mais presque personne ne sait ce qui se cache en dessous. La statue du Sphinx a été sculptée dans un seul morceau de calcaire. Elle a été peinte, les restes de pigments de couleur à la surface le prouvent. Dans un passé lointain, le Sphinx était beaucoup plus lumineux et coloré que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais même après des milliers d'années, sa grandeur n'a pas diminué. Et d'ailleurs, Sphinx n'est pas son vrai nom. Il a été inventé par les Grecs une centaine d'années ou plus après sa création. À l'origine, les Égyptiens appelaient la statue Horemhakhet. De nombreuses légendes et théories affirment que le Sphinx est là pour une raison précise. Il est comme un chien de garde qui surveille la tombe du pharaon et les secrets de l'Égypte ancienne. Ces légendes sont devenues plus plausibles lorsque les archéologues ont découvert des entrées cachées au pied du Sphinx. Ils pensent que ces passages secrets sont le début des tunnels menant aux salles contenant des trésors. Il existe de nombreuses histoires sur Internet selon lesquelles le Sphinx cacherait le Hall des records, un dépôt rempli de connaissances anciennes et secrètes. L'un des principaux artefacts de ce dépôt est censé être les archives de l'ancien état mythique de l'Atlantide. Selon les légendes, la bibliothèque entière de cette cité a été déplacée sous le Sphinx. L'entrée de cette bibli doit être située à côté de la patte droite du Sphinx. De nombreux archéologues ont tenté de trouver cette entrée, mais sont repartis bredouille. Il existe également de nombreuses images avec des diagrammes détaillés de la ville souterraine, constituée d'un réseau de tunnels et de chambres sous le Sphinx. Quelqu'un dit que des structures aussi hautes que des immeubles de 12 étages se cachent sous terre. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Les archéologues, même après des millénaires, continuent d'explorer la mystérieuse sculpture. En même temps, de nombreux Égyptiens ne veulent pas en savoir plus sur le Sphinx. Ils sont terrifiés à l'idée de réveiller quelque chose de surnaturel. En 1998, des scientifiques ont découvert des tunnels menant à des grottes vides sous le Sphinx. Ils y ont trouvé des preuves de fouilles antérieures. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait réussi à trouver les trésors et à les emporter. Certaines personnes pensent que les Égyptiens ont trouvé une sorte d'artefact sous le Sphinx qui a le pouvoir de technologies avancées inconnues. L'artefact est si puissant qu'il peut changer le cours de l'histoire. Bien sûr, la plupart des théories ne sont que des contes de fées de fans de conspiration. Mais c'est un fait confirmé que le Sphinx cache un système de grottes et de pièces. Il y a tellement de rumeurs autour du Sphinx qu'il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. En tout cas, il est difficile et dangereux d'étudier la sculpture, car des fouilles actives peuvent la détruire. Ensuite, l'entrée des salles souterraines peut être bloquée par des rochers et perdue à jamais. Aussi, une exploration plus poussée nécessite beaucoup d'argent, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais la raison principale, c'est trop risqué. Il n'y a aucune garantie que les gens pourront sortir des labyrinthes souterrains. C'est pour ces raisons que les scientifiques et les archéologues explorent depuis si longtemps cette structure majestueuse. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est un autre monument architectural célèbre qui recèle un secret. Tout le monde admire les images des visages des présidents américains gravés dans la roche, mais peu de gens savent qu'une pièce secrète se cache derrière la tête d'Abraham Lincoln. L'architecte du mont Rushmore voulait graver sur la roche des dalles retraçant les principales étapes de l'histoire du pays. Mais son projet était trop compliqué à réaliser. On lui a alors proposé de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus petite, construire une pièce secrète à l'intérieur de la montagne. L'idée était de sauvegarder ses connaissances afin que les générations futures se souviennent toujours de l'histoire de leur pays. Malheureusement, l'architecte n'a pas eu le temps de terminer son travail.
La construction a été interrompue pendant plusieurs décennies, mais à la fin des années 90, le projet a été repris. Des plaques de porcelaine émaillée illustrant l'histoire des États-Unis ont été placées dans la pièce. Il est possible que ces plaques soient stockées là pour toujours. Mais les gens ne peuvent pas les voir, du moins pas pour l'instant. La pièce est inaccessible aux touristes car il est trop difficile d'y pénétrer. Une autre pièce secrète se trouve dans l'Empire State Building. Il ne s'agit même pas d'une pièce, mais d'un endroit où l'on peut prendre de superbes photos. Presque tous les touristes se rassemblent sur le pont d'observation du 86e étage pour profiter d'une vue imprenable sur Manhattan. Mais il y a un autre pont avec des fenêtres panoramiques au 102e étage. Il y a beaucoup moins de monde là-bas car presque personne ne connaît cet endroit. Heureusement, l'accès à ce pont est ouvert à tous. Tu n'auras probablement pas à faire la queue pendant longtemps pour prendre une photo. Tu te sentiras spécial parce que tu te trouves dans un endroit super secret où il n'y a presque personne. Mais l'endroit le plus cool est encore plus haut, au 103e étage. Il s'agit d'une grande terrasse d'observation où les célébrités se font photographier. Ce n'est pas un lieu public, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux y accéder. Il n'y a presque aucune mesure de sécurité sur le site, seulement un rebord assez bas entre toi et un abîme. C'est pourquoi il est interdit aux foules de venir ici. Il n'est pas si facile d'y accéder et tu as peu de chances de réussir sans guide. D'abord, tu dois choisir le bon ascenseur qui t'y conduira. Ensuite, tu traverseras plusieurs salles d'ingénierie remplies de tuyaux, de panneaux électriques et d'autres éléments techniques. La dernière partie de ton chemin est une série d'escaliers à l'intérieur d'un minuscule couloir. Et voilà, tu es au sommet de New York. Maintenant, nous sommes à Paris. Tu vois la tour Eiffel ? À l'intérieur, il y a des restaurants et des ponts d'observation. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver un appartement secret. Maintenant, c'est un musée, mais il a été construit pour que des gens puissent y vivre. L'architecte de la tour, Gustave Eiffel, a créé cet appartement en 1889 pour lui-même. Il se trouve presque tout en haut de la tour Eiffel. Imagine la vue canon qu'il voyait chaque jour. Il était le premier et le seul locataire. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à cet endroit. Lorsque l'architecte est décédé, l'appartement est resté vide pendant un long moment. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré et transformé en musée. À l'intérieur, l'époque du siècle dernier est recréée. Ils ont même placé des figures de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison dans la pièce. Cet endroit est rempli d'un flot incessant de passagers, d'employés de bureaux en retard, de visiteurs d'autres villes. Bruit, sifflet de train. À la gare Grand Central de New York, parmi tous ces bruits, tu peux entendre le son d'une balle frappant une raquette, si tu es au bon endroit. Un véritable court de tennis est planqué dans la gare centrale de New York. Il appartient à un club de tennis qui organise des matchs d'entreprise pour les employés de nombreuses sociétés. Le club a été ouvert dans les années 60. Maintenant, nous allons à Londres, à Charing Cross Road. Ce n'est pas facile de trouver un endroit secret ici. Pour y parvenir, tu dois regarder tes pieds bien attentivement. Tu vois ces grilles d'égout dans l'asphalte ? À l'intérieur d'elles, tu peux remarquer 2 panneaux avec le nom de Little Compton Street. Oui, il y a une autre rue juste en dessous de toi. Elle a disparu de toutes les cartes à la fin du 19e siècle. Charing Cross Road a été construite par-dessus. Les panneaux d'identification que tu vois font partie d'anciens tunnels d'ingénierie. Il y a un autre endroit intéressant à Londres. Il est situé dans le coin sud-est de Trafalgar Square. À première vue, il ressemble à un gros lampadaire, mais il y a trop de touristes qui se promènent. On s'approche et on se rend compte qu'une personne peut facilement tenir à l'intérieur du lampadaire. Le lampadaire n'appartient pas à un électricien, mais à un officier de police. Oui, c'est le plus petit poste de police du monde. Il a été construit dans les années 1930 et est utilisé comme poste de surveillance. Les officiers devaient s'y asseoir un par un et surveiller Trafalgar Square, qui attirait toujours de nombreux pickpockets et toutes sortes d'autres criminels. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire. Et elle ne se trouve pas en Égypte.
Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord, c'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site, et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temple de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes.
Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts, ou gris, ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Tu l'as vu pour la première fois sur le marché en Islande. Le pain volcanique. Tu goûtes une tranche et étrangement, ce n'est pas mauvais. Tu ne sais pas trop comment ça marche et tu veux en savoir plus sur sa fabrication. C'est moi ou cette cuisine est très étrange? Le four se situe en pleine nature, au beau milieu des sources chaudes. Attention où tu mets les pieds, ce serait dommage de te brûler avec la vapeur qui s'échappe du sol. Un boulanger du coin te donne la recette de son pain de seigle. Farine de seigle, ok. Levain, ok. Tu mélanges le tout et tu le mets dans un pot en métal. Ensuite, tu dois creuser le trou dans lequel tu mettras le pot pour la cuisson. Tu creuses un trou d'environ 40 cm et tu atteins l'eau souterraine qui bout. Si tu veux faire comme les autochtones, tu peux utiliser ton doigt pour prendre la température. Ouille, c'est chaud! C'est parce que le sol est chauffé par de la lave. L'Islande est l'une des régions les plus volcaniques du monde, avec ses 30 volcans en activité. Tu dois ensuite enterrer ton pain dans cette terre volcanique et le laisser cuire 24 heures. Le jour suivant, le pain est prêt et il est délicieux. Ah, et le mieux, c'est que tu viens de perpétuer une ancienne tradition islandaise. Les gens font ça depuis le 19e siècle. Imagine maintenant que ce soit ton premier jour de travail dans un musée et que tu doives nettoyer le masque de Toutankhamon. Tu attrapes tes ustensiles de ménage et là, oh non, c'est pas possible. Tu viens de casser la barbe de Toutankhamon. Je ne le souhaite à personne. Mais il s'agit d'une histoire vraie.
En 2014, un employé du musée égyptien a cassé la barbe du masque de Toutankhamon et l'a simplement recollé en espérant que personne ne remarque rien. Ce masque a été découvert en 1922 et il est considéré comme l'un des plus grands symboles de nos civilisations passées. Oh, et le mieux dans cette histoire, les historiens n'ont remarqué le rafistolage qu'en 2016. Si tu as visité le musée entre 2014 et 2016, tu as probablement vu un masque recollé. Si je te dis Sahara, tu penses à quoi? À un désert de sable à perte de vue, n'est-ce pas? Eh bien, selon les chercheurs, le Sahara n'est pas toujours un désert. De temps en temps, il reverdit. Mais tu ne vas probablement pas pouvoir être témoin de cet événement. Tous les 10 000 ans, le Sahara traverse une période humide pendant laquelle le sable laisse place à une végétation luxuriante et à des lacs bleutés. Ce phénomène se produit à cause de l'inclination de l'axe terrestre qui affecte plusieurs zones climatiques. Tu imagines le Sphinx entouré de forêts tropicales? Ce serait incroyable. En parlant de Sahara, imagine pouvoir retourner en 1800 avant Jésus-Christ. Tu devrais arriver à temps pour assister à la construction de la pyramide noire de la ville de Dachour. Elle n'est pas au même niveau que les pyramides de Gizeh, mais elle a joué le même rôle, il s'agit d'une nécropole. En 1892, les archéologues ont découvert une partie importante de la pyramide noire qui avait été perdue pendant des siècles. Le benben, aussi appelé pyramidion, la pointe des pyramides égyptiennes. Un benben est un bloc solide de calcaire. La plupart de ces benben étaient recouverts d'or et reflétaient les premiers rayons de soleil de la journée. Je peux avoir une machine à remonter le temps, s'il vous plaît? Tu te souviens de la fois où tu as mangé ce truc vraiment épicé et que tes joues sont devenues rouges? Apparemment, ça arrive aussi aux oiseaux. Par exemple, les canaris changent de couleur après avoir mangé des poivrons. Ces oiseaux possèdent un pigment spécial qui leur permet de changer de couleur en fonction de leur régime. Si un canari mange des poivrons rouges, il devient rouge ou orange. Un caillou, ça peut bouger tout seul? Eh bien, c'est l'impression que donne le paysage de Racetrack Playa en Californie. Il s'agit du lit d'un fleuve asséché où se vérifie l'un des phénomènes les plus étranges du monde, les pierres mouvantes. Imagine des pierres de 40 kg qui se baladent en laissant des traînées sur le sable de plus de 450 mètres. Elles ont été découvertes au début du XXe siècle, mais personne n'avait pu constater leur mouvement jusqu'à une époque récente. En 2014, après beaucoup de recherches, les chercheurs ont résolu le mystère. Les pierres mouvantes sont apparues grâce à l'équilibre parfait entre vent, glace et eau. Quand il pleut, l'eau tombe au sol, gèle et forme une couche de glace. Le vent fait bouger les pierres qui glissent ainsi sur le lit du fleuve. Mais si jamais tu visites Racetrack Playa, ne dérange pas les cailloux. L'île de Ré se situe sur la côte ouest de la France. Elle attire les touristes à la recherche de paysages pittoresques et de belles plages. Mais il n'y a pas que ça. Un phénomène extraordinaire se présente quand deux courants de vagues entrent en collision. Il s'agit de ce que l'on appelle une mer croisée. C'est un peu comme si la mer se transformait en échiquier, divisé en plusieurs centaines de carreaux. Et non, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. La mer croisée se présente lorsque différents courants d'eau se rencontrent. Si un touriste assiste à ce phénomène de mer croisée sur l'île de Ré, c'est probablement parce qu'il y a eu un orage dans une mer pas loin. Ces eaux agitées se déplacent dans les courants et entrent en contact avec celles qui bordent l'île, en produisant ces motifs carrés. Ce phénomène ne se produit par ailleurs qu'en Israël et sur l'île de Ré. Nulle part ailleurs. Notre prochain site peut soit te donner la chair de poule, soit t'émerveiller. Disons que ça dépend à l'heure à laquelle tu le visites. Non loin de la petite ville de Gryfino, en Pologne, se trouve une forêt de pins dont le tronc présente une base tordue. Si tu y vas de jour, tu seras probablement fasciné par ces troncs tordus à un angle improbable. Tu peux même les utiliser comme tabourets si tu décides de faire un pique-nique. Mais la nuit, cette forêt a quelque chose d'angoissant. Avec ce petit brouillard et ses formes étranges, pas très accueillant. La science ne sait toujours pas expliquer pourquoi les troncs ont cette forme. Alors, tu penses faire ta visite de jour ou de nuit?
Tu pars en randonnée et tu te retrouves pris dans un épais brouillard. C'est dommage pour les photos, mais tout n'est pas perdu. Tu auras peut-être la chance de voir un arc-en-ciel blanc. Ce phénomène se présente à cause des innombrables gouttelettes qui composent le brouillard, lesquelles mesurent moins de 50 microns. Au lieu de l'arc-en-ciel coloré, tu vas donc avoir un arc transparent, dont les extrémités externes semblent rouges et l'extrémité interne bleuâtre. Imaginons maintenant que tu te balades dans un petit village d'Europe. Tu profites de cette belle journée et de l'architecture typique. Tu as un petit creux et tu décides de chercher dans Google Maps le restaurant dont a parlé ton ami. Ah super, il se trouve à 10 minutes de marche. Tu suis le point bleu sur ton GPS et tu arrives à destination. Super facile. On adore cette technologie gratuite, n'est-ce pas? Mais sais-tu que les États-Unis dépensent plus de 2 millions de dollars par jour pour faire fonctionner ces satellites? Eh ouais, c'est cher. Et pour leur apporter les modifications nécessaires, ils ont dépensé plus de 12 milliards de dollars. Tu as déjà entendu parler des boules de neige naturelles? C'est probablement la preuve que la nature est parfaite. En 2016, sur les plages du golfe d'Ob, au nord-ouest de la Sibérie, on a trouvé des centaines de boules de neige géantes, de plus d'1 mètre de diamètre. Ce phénomène rare mais fascinant se produit lorsque le vent et l'eau font rouler de petits morceaux de glace. Plus ils roulent, plus ils accumulent de la neige et plus elle se trouve polie. À la fin, ils sont transformés en de parfaites boules de neige géantes. C'est déjà fascinant d'en voir une, mais en voir plusieurs toutes au même endroit, c'est vraiment incroyable. Les rayons X sont un type de rayonnement invisible, capable de traverser nos corps ainsi que les objets solides. Ils sont cruciaux dans le domaine médical, car ils permettent aux médecins de voir à l'intérieur de notre organisme sans avoir à y pratiquer d'intervention chirurgicale. Voyons maintenant comment fonctionnent ces fameux rayons X. Ces derniers consistent en une sorte de rayonnement électromagnétique, tout comme la lumière ou les ondes radio. Cependant, leur niveau d'énergie est bien plus élevé que celui des ondes lumineuses, ce qui leur permet de traverser des objets au travers desquels la lumière ne pourrait jamais passer. Imagine que tu disposes d'une puissante lampe de poche. Si tu t'en sers pour éclairer à travers un mur, la lumière ne passera pas, car le mur est trop épais. Mais les rayons X ont suffisamment d'énergie pour traverser les murs, et même notre corps. La découverte des rayons X s'est produite accidentellement à la fin du 19e siècle. Un scientifique expérimentait alors avec les rayons cathodiques, qui sont un type de rayonnement distinct. Pendant qu'il travaillait dans son laboratoire, il a remarqué qu'un écran fluorescent situé à proximité commençait à briller, et ce, alors qu'il n'était pas directement exposé aux rayons cathodiques. Il s'est aperçu que quelque chose d'invisible était à l'origine de cette fluorescence. Et il a résolu de nommer cette chose rayon X, car X est le symbole mathématique de l'inconnu. Il a poursuivi ses expériences avec de tels rayons et a découvert qu'ils étaient capables de traverser de nombreux objets, comme la chair et les os, mais pas des matériaux plus denses comme le métal. Il a également découvert que les rayons X pouvaient créer des images sur des plaques photographiques, tout comme un appareil photo saisit des clichés sur une pellicule. La façon dont tout cela fonctionne est proprement fascinante. Imagine que tu te trouves devant une lumière vive et que tu tiennes ta main devant ton visage. Ta main bloque la lumière et tu ne peux pas voir au travers. Mais si tu places une feuille de papier de soie devant ta main, une partie de la lumière passera et tu pourras distinguer le contour de ta main. Les radiographies fonctionnent de la même manière. Lorsqu'un médecin veut prendre une radiographie d'une partie de ton corps, il te demande de te tenir debout ou de t'allonger à côté d'un appareil. Cet appareil est équipé d'une plaque spéciale qui peut capturer l'image radio. Supposons que le médecin veuille examiner plus en détail ton bras. Il placera la plaque radiographique d'un côté de ton bras et l'appareil de l'autre côté. Ensuite, l'appareil émet une rafale contrôlée de rayons X qui traverse ton bras. Tu te souviens que le papier de soie laisse passer un peu de lumière? Eh bien, dans ce cas, certains de ces rayons traverseront ton bras, tandis que d'autres seront absorbés ou bloqués par les parties plus denses de ton corps, comme les os. La plaque capture les rayons X qui traversent ton bras et génère une image. Cette image montre clairement les os et les autres structures à l'intérieur de ton corps, ce qui permet au médecin de voir s'il existe des problèmes ou des blessures internes. Tu te demandes peut-être pourquoi les rayons X peuvent traverser certaines choses et pas d'autres. Cela tient à la densité et à la composition des objets. Les matériaux plus denses, comme les os, absorbent plus de rayons X et apparaissent donc en blanc sur l'image.
Ainsi, lorsque tu regardes le résultat, tu verras tes os comme des formes blanches. D'autres tissus, comme les muscles et les organes, sont moins denses et laissent passer une partie des rayons. Ils apparaissent donc comme des ombres grises. Et si on te disait qu'il existe une toute nouvelle façon de voir l'intérieur des objets, sans utiliser de rayons X? On ne parle pas là de pouvoir magique. Installe-toi confortablement pendant qu'on t'explique ce qu'est la tomographie muonique. Cette technique scientifique fascinante nous permet de voir à l'intérieur des objets, et même sous la surface de la Terre, grâce à un type spécifique de particules, appelées muons. Ces particules élémentaires sont très similaires aux électrons, mais elles sont beaucoup plus lourdes. Elles sont créées en altitude, dans l'atmosphère terrestre, lorsque les rayons cosmiques, qui sont des particules provenant de l'espace, entrent en collision avec les molécules d'air. Les muons ont la particularité de pouvoir traverser différents matériaux. Ils sont capables de traverser la roche, le sol et même les bâtiments. Des scientifiques ont pris conscience de ce potentiel dans les années 1850, lorsqu'ils étudiaient les rayons cosmiques, et qu'ils ont remarqué que certaines de ces particules pouvaient traverser des matériaux épais. Les premières expériences en muographie ont eu lieu dans les années 60. Les spécialistes ont découvert que les muons pouvaient être détectés à l'aide d'appareils spéciaux, les détecteurs de muons. Ceux-ci sont généralement placés sous terre ou dans des laboratoires spécialement conçus pour les protéger des autres particules et du rayonnement ambiant. Voyons maintenant comment fonctionne la tomographie muonique. Imagine que tu es un objet de grande taille, comme une pyramide, une montagne ou même une statue ancienne, et que tu souhaites voir ce qu'elle contient sans l'endommager. Tout d'abord, des détecteurs sont placés autour de l'objet ou dans la zone que tu souhaites examiner. Ces détecteurs sont sensibles aux muons et peuvent suivre leur trajectoire. Lorsqu'une particule traverse un détecteur, elle laisse une trace, comme des empreintes de pas dans le sable. En recueillant les données de plusieurs détecteurs, les scientifiques peuvent reconstituer ces trajectoires. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'atmosphère terrestre agit comme un filtre naturel pour les muons. Il s'avère que plus un objet est massif, plus il bloque ces particules. Ainsi, si tu as un objet large et dense, comme une montagne, moins de muons le traverseront en comparaison d'un objet plus petit et moins dense, comme une boîte vide. Cette différence dans le nombre de particules qui atteignent les détecteurs peut nous donner des indices sur ceux qui se trouvent à l'intérieur des objets. Les scientifiques utilisent des algorithmes informatiques et des calculs mathématiques pour analyser ces données et générer une imagerie. Ces images figurent la répartition de la densité de l'objet étudié. C'est comme si l'on créait une carte qui montre où se trouvent les zones les plus denses et où il y a des vides à l'intérieur d'un objet. Le concept de muographie est comparable à l'observation des ombres pour comprendre la forme et la taille d'un objet. Imagine à nouveau que tu te tiennes devant une lumière vive et que tu la places entre la source lumineuse et un mur. Tu verras l'ombre de ta main sur le mur. En te basant sur la forme et la taille de l'ombre, tu peux te faire une idée de l'aspect de ta main, même si tu ne peux pas la voir directement. Cette technique a déjà servi à étudier divers objets et structures. Par exemple, les scientifiques l'ont utilisé pour explorer l'intérieur des volcans et des pyramides, et même pour étudier la structure des montagnes et de la croûte terrestre. Grâce à cette technique étonnante, les scientifiques ont décelé de nouvelles informations sur la pyramide de Khéops. Ils ont ainsi découvert quelque chose qui avait échappé aux pilleurs de tombes pendant des siècles. Une chambre cachée. Et devine comment ils l'ont baptisée? Le Grand Vide. Et oui, ce n'est clairement pas le nom le plus inspiré. On a eu recours à 3 techniques différentes de détection des muons pour être certain qu'il se trouvait bien un grand vide mystérieux à l'intérieur de la plus grande des pyramides. Dès que la nouvelle de cette découverte stupéfiante s'est répandue, les chercheurs égyptiens n'ont pas pu résister à l'envie d'en apprendre davantage. Ils ont donc fait venir une caméra endoscopique pour confirmer l'existence de cette chambre oubliée. Il a suffi d'insérer une caméra dans l'un des interstices situés sous l'entrée, et voilà le travail. Elle a révélé un couloir qui présentait un plafond à chevrons. On peut donc se permettre d'imaginer que les anciens Égyptiens s'en servaient comme d'une discothèque. Une autre équipe de chercheurs a décidé de scanner à nouveau cette cavité. Selon eux, la pyramide de Khéops aurait été une pionnière dans le domaine des pyramides. Elle utilisait une technique dite du chevron pour recouvrir les structures internes et les empêcher de s'effondrer. Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils construit ce couloir et le grand vide auquel il mène? Une théorie suggère que ce couloir aurait été construit pour soulager la pression à l'intérieur de la pyramide. Selon une autre théorie,
Ce vide pourrait être un sous-produit du processus de construction de la pyramide. Il aurait pu s'agir d'une rampe interne utilisée pour mettre en place les blocs de pierre du sommet, puis laissés sur place ou remplis de gravats en vrac. Selon d'autres explorateurs enthousiastes, il se pourrait qu'une autre chambre funéraire attende encore d'être découverte. Ce dernier estime que l'érection d'une pyramide ne s'est jamais faite sans une part de hasard. Au fur et à mesure que les bâtisseurs travaillaient, ils se seraient rendus compte que certaines chambres ne pourraient jamais supporter le poids d'un majestueux sarcophage. Ils ont donc procédé à quelques ajustements de dernière minute, traçant de nouveaux plans au fur et à mesure. Cet été, tu te décides enfin à faire ce tour du monde exceptionnel que tu ne feras peut-être qu'une fois dans ta vie. La première étape de cette aventure passionnante commence en Europe. Tu entreprends un voyage en Italie, le pays des pâtes, des pizzas et des glaces merveilleuses. Ah, la voilà, la tour penchée de Pise, célèbre dans le monde entier. Tu achètes ton billet et tu entres dans le monument. Tu es sur le point de gravir 251 marches glissantes, alors fais bien attention et n'oublie pas de respirer. Les pierres de marbre blanc sont stupéfiantes et, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil à l'extérieur pour profiter de la vue sur la ville. Félicitations, tu as réussi. Tu as atteint le sommet du Campanile et tu peux prendre tous les selfies que tu veux. La tour de Pise est l'un des sites les plus emblématiques d'Italie. Pendant que tu grimpes les escaliers, un guide t'explique qu'il s'agit d'un monument médiéval. Elle a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle et il a fallu plus de 200 ans pour la terminer. Et au cas où tu te demanderais si elle a toujours été penchée, je peux te répondre sans hésiter, oui. Après que le 3e étage a été terminé, le campanile a commencé à s'enfoncer. En fait, le nom même de Pise vient d'un mot grec qui signifie « terre marécageuse ». Le sol y est extrêmement meuble, fait d'argile, de boue et de sable, et les architectes se succèdent pour tenter de préserver la tour depuis qu'elle a été construite. Au sommet du monument de 56 mètres de haut, tu prends ton temps pour admirer la ville. Combien de toits rouges est-ce que tu peux compter? Si tu te déplaces vers le côté sud du monument, tu te sentiras peut-être plus proche du sol. C'est parce que la tour de Pise penche vers le sud. À une certaine époque, elle s'inclinait presque de 5,5 degrés, sans jamais s'effondrer. Aujourd'hui, lorsque tu visites le monument, ton guide te dira peut-être que la tour penche un peu moins. Il y a quelques années, les meilleurs architectes et ingénieurs du monde ont fait des travaux de construction à côté de l'édifice afin de renforcer son assise. Ils ont creusé plusieurs tunnels et retiré plus de 38 mètres cubes de terre sous le côté nord de la tour. Maintenant, la tour ne penche plus qu'à un angle de 4 degrés. Alors, si tu souhaites prendre une de ces photos où tu fais semblant de soutenir la tour, tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait combien de temps la tour restera inclinée ainsi ? À présent, il est temps pour toi de te rendre à Rome. Cette ville est un véritable musée à ciel ouvert et tu dois absolument la découvrir. La chaleur est étouffante, mais tu as de la chance. Aujourd'hui, tu vas visiter les thermes de Caracalla. Es-tu prêt à vivre une expérience authentique de la Rome antique ? Tu entres par ce qui était autrefois une sorte de vestiaire. Tu devras faire appel à ton imagination. Aujourd'hui, tu ne peux voir que des murs de briques de 40 mètres de haut ici. Les Romains de tous les milieux sociaux passaient 1 heure ou 2 dans les thermes chaque jour. Ils venaient après une longue journée de travail ou avant le dîner. Les complexes de thermes impériaux comme celui-ci étaient généralement gratuits. Mais ici, tu devais payer un droit d'entrée. Après le vestiaire, les visiteurs s'arrêtaient dans une salle chauffée où on leur faisait un massage à l'huile. Ensuite, certains se rendaient dans l'une des 2 cours d'exercice. Tu vois comme elles étaient vastes ? Ici, il y avait des portiques en marbre très élaborés, et tu peux même encore voir quelques fragments de mosaïques colorées qui ornaient le sol. Si tu avais envie de quelque chose de plus intellectuel, tu pouvais t'arrêter pour écouter un philosophe ou visiter l'une des bibliothèques. Maintenant, nous arrivons dans la salle la plus impressionnante, le caldarium. Il s'agissait d'une pièce circulaire, chauffée à la vapeur et mesurant 35 mètres de diamètre. Il n'y avait pas 1 ou 2, mais 7 bassins chauds à l'intérieur. Au-dessus de ta tête, tu pouvais admirer un magnifique dôme soutenu par de grandes colonnes de granit. Toute la structure était richement décorée de mosaïques de verre multicolores et du plus beau marbre blanc. Le complexe abritait également une piscine de taille olympique avec de l'eau arrivant jusqu'à la taille. De nos jours, tu verras seulement quelques murs de briques et de béton rougeâtre. L'empereur Caracalla, comme beaucoup d'autres empereurs romains, a construit un méga-complexe pour le plus grand bonheur des citoyens. Après un long vol international, tu arrives en Égypte.
De merveilleuses promenades à dos de chameau et de délicieux fruits secs t'attendent. Est-ce que tu aimes les dattes? Tu quittes ton hôtel à l'aube pour te rendre dans la banlieue du Caire. Tu passes devant le Nil en direction de la rive ouest. N'oublie pas de prendre des photos. Au loin, tu aperçois un grand monument. C'est le grand sphinx de Gizeh. Te rends-tu compte que ce monument a été créé il y a plus de 4500 ans? Une fois que tu t'es approché, tu vois les grandes pyramides juste au nord du sphinx. Tu apprends que, contrairement aux pyramides, le sphinx a été taillé directement dans le socle rocheux du plateau de Gizeh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes statues du monde, mesurant 20 mètres de haut et 73 mètres de long, des pattes à la queue. Le visage du sphinx est un peu défraîchi aujourd'hui, mais selon les archéologues, il n'en a pas toujours été ainsi. Grâce à une reconstitution modélisée du sphinx, tu verras qu'il était en fait très différent. Comme tu peux le voir, son nez ainsi que des parties de son menton ont été coupées à une certaine époque. Les scientifiques pensent que la statue est une représentation du grand pharaon Khéphren. C'est pourquoi son visage ressemble tant à celui d'un humain. Juste en dessous des yeux, une ligne sculptée a été rajoutée pour représenter le trait noir, ou Mesdemet, arboré par les anciens Égyptiens. Fait amusant, ce n'était pas seulement pour des raisons cosmétiques. Ils protégeaient leurs yeux des rayons ultraviolets. Dans une région désertique où le soleil est si présent, cela peut effectivement s'avérer utile. Les spécialistes se demandent encore aujourd'hui si le sphinx possédait ou non une barbe. Beaucoup pensent que s'il était censé représenter un pharaon, il avait très probablement une barbe tressée, qui aurait été détruite par l'érosion. Aujourd'hui encore, tu peux voir les restes d'une coiffe royale sur la tête du sphinx. Cet ornement était associé au pouvoir et à la royauté. Imagine maintenant des rayures bleues et dorées. C'est probablement à cela que ressemblait le monument quand il a été construit. On n'a aucune idée du temps qu'il a fallu pour construire le sphinx. Mais ça a dû être très long, car les détails sculptés sont très impressionnants. Si tu as de la chance, ton guide t'emmènera peut-être dans l'une des chambres secrètes à l'intérieur de la statue, si elles existent vraiment et ne sont pas qu'un mythe. Ah, les eaux cristallines de la Grèce. Que tu arrives en bateau ou en avion, tu vas vraiment en prendre plein la vue. Nous sommes ici au cœur des sites archéologiques. Tu arrives au port de Mandraki. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois aucun monument dans les environs? Le colosse de Rhodes est introuvable. La raison? C'est qu'il a été détruit il y a très très longtemps. Avant de s'écrouler lors d'un puissant tremblement de terre, la grande statue était considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Si tu voyais le colosse, tu le confondrais probablement avec la statue de la Liberté. En fait, ce n'est pas une coïncidence. Apparemment, il y a un lien entre l'ancienne statue de Rhodes et la statue américaine. Elles ont toutes deux été construites comme symbole de la liberté, et la statue de la liberté est souvent surnommée le colosse des temps modernes. Le colosse de Rhodes mesurait 30 mètres de haut, mais maintenant, tout ce que tu peux voir, c'est une jetée de béton avec un énorme vide au milieu. Maintenant, imagine une statue de bronze posée d'un côté et de l'autre d'un grand pont. Le colosse a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et 900 chameaux ont participé à sa construction. La statue a existé pendant environ 54 ans avant d'être détruite par un puissant tremblement de terre. Celui-ci a frappé la ville si fort qu'il ne restait de la statue qu'un gigantesque pied. Malgré cela, les gens ont continué à visiter le monument. Tu es prêt à rentrer chez toi? Merci de m'avoir accompagné le temps de ce voyage. Et n'oublie pas de me dire quel a été ton site préféré. À la prochaine! Il y a de nombreuses portes partout dans le monde qui n'ont pas été ouvertes depuis des décennies, voire des siècles. La question est pourquoi? On pourrait penser que de nos jours, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Mais le truc, c'est que certaines sont condamnées pour une bonne raison. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas pu savoir quel type de trésor elles cachaient. Voici 4 portes mystérieuses. Le Taj Mahal. Nous commençons avec le Taj Mahal en Inde, l'un des endroits les plus romantiques au monde. Shah Jahan l'a commandé en 1631 et l'a dédié à sa 3e femme qu'il aimait comme un fou. Ils ont été mariés pendant 19 ans et ont eu 14 enfants ensemble. Mais malheureusement, elle est décédée en donnant naissance à leur dernier bébé. Shah Jahan a eu le cœur brisé et a décidé de construire un tombeau grandiose pour se souvenir d'elle. La construction a duré 20 ans. Le bâtiment a une disposition assez intéressante.
La conception est super inhabituelle avec ces 4 minarets massifs de 40 mètres de haut qui se dressent au coin d'une énorme plateforme. Ils ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. Au XVIIe siècle, les architectes avaient de sérieux problèmes avec les bâtiments qui s'effondraient sous leur propre poids. L'architecte en chef du Taj Mahal s'est donc assuré de placer ces minarets aussi loin que possible du tombeau. Il les a même inclinés de façon à ce que, s'ils devaient effectivement chuter, ils ne détruisent pas le reste du Taj Mahal. Tu parles d'une super planification. Le Taj Mahal cache des secrets insensés. Il y a des pièces scellées un peu partout dans lesquelles personne n'a le droit d'entrer. Et si tu regardes les photos du bâtiment depuis le bord de la rivière, tu peux apercevoir 2 sous-sols. Mais devine quoi, ils sont également fermés. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, ni pourquoi ils sont verrouillés depuis l'époque de Shah Jahan. Apparemment, il y a une bonne raison pour laquelle ces pièces sont interdites. Certains chercheurs pensent qu'elles ont été construites avec du marbre, qui se transforme en une substance différente appelée carbonate de calcium s'il est exposé au dioxyde de carbone. Et lorsque cela se produit, de petits morceaux de marbre commencent à s'écailler comme des petits fous. Pour aggraver les choses, il n'y a pas d'air qui circule dans ces pièces. Cela signifie que si trop de CO2 s'accumule dans le sous-sol, les 4 minarets pourraient s'effondrer. Mais attends, ce n'est pas tout. Certaines personnes pensent que le corps de la femme de Shah Jahan se trouve peut-être dans l'une de ces pièces scellées, en parfait état. Et pourquoi pas? Qui sait ce que ces salles mystérieuses peuvent bien garder? Le Grand Sphinx de Gizeh. Le Grand Sphinx de Gizeh est entouré de mystères. Ce n'est pas seulement la plus grande statue monolithe au monde, c'est aussi une créature hybride avec une tête de femme et un corps de lion qui trouve son origine dans les mythologies égyptiennes et grecques. Elle est également très ancienne. On estime qu'elle a environ 4500 ans. La construction de cette merveille a duré approximativement 3 ans et a nécessité 100 ouvriers, qui n'étaient pas des esclaves, mais étaient traités avec des mets délicats comme de la viande de mouton et de chèvre. On pense par ailleurs qu'elle était autrefois beaucoup plus massive qu'aujourd'hui. Les archéologues ont trouvé d'énormes blocs de pierre et des boîtes à outils abandonnées près du site. Cependant, les véritables secrets du Sphinx se trouvent sous terre, près de ses pattes. Un groupe de scientifiques a utilisé un sismographe pour détecter 2 chambres cachées sous les pattes du Sphinx. Certaines personnes pensent que ces chambres pourraient être le légendaire Hall of Records, qui contient d'anciens parchemins révélant les secrets de l'univers. Je peux te dire que c'est bien plus cool que n'importe quelle bibliothèque que j'ai jamais visitée. La rumeur veut que les Égyptiens aient même caché des informations sur l'Atlantide. Autant dire qu'on est sur une version très ancienne de la théorie du complot. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout simplement partir à l'aventure pour vérifier. Les chambres ont vraisemblablement 2 entrées, mais elles restent toutes 2 scellées. Les chercheurs n'ont pas encore reçu le feu vert pour vérifier leur théorie. Espérons qu'ils ne nous tiendront pas en haleine indéfiniment. Temple Sri Padmana Baswami. Ce temple est situé dans le magnifique état du Kerala en Inde. Ce temple est célèbre pour bien plus que sa beauté à couper le souffle. Sous le temple, il y a 6 voûtes, nommées de façon créative A, B, C, D, E et F. Les énormes portes en fer de ces chambres ajoutent au mystère de ce qui se cache derrière elles. Il y a quelques années, les autorités ont décidé d'ouvrir ces voûtes au monde, mais la tâche n'a pas été facile. Tu ne peux pas tout simplement ouvrir les portes et entrer. Non, la démarche a demandé beaucoup de travail. Cela leur a pris du temps, mais finalement, en 2011, ils ont ouvert 5 des 6 chambres. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Des tonnes de trésors, des sacs d'or, des pierres précieuses et des bijoux en diamant d'une valeur inestimable. La valeur estimée de tout ce qui a été trouvé dans les chambres fortes est de 1000 milliards de dollars. C'est comme si le temple avait été la source d'inspiration réelle de la caverne des merveilles d'Aladin. Mais attends, j'ai dit 5 des 6, qu'est-il arrivé à la dernière? La chambre forte B est restée fermée, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils n'ont tout simplement pas réussi à l'ouvrir. On croit même qu'elle est mortellement maudite. La légende dit que seul un saint ou un sage peut briser la malédiction en chantant un mantra spécifique. Mais personne n'a encore réussi à le faire. Sans doute parce que nous n'avons pas de saint ou de sage à notre disposition. Il y a aussi une rumeur selon laquelle, dans les années 30, des envahisseurs de temples ont essayé d'entrer dans la chambre forte B pour y faire un bon vieux pillage classique. Mais ils n'ont jamais atteint leur objectif. Apparemment, de terribles serpents se sont matérialisés de nulle part et ont chassé la bande. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende urbaine, et il n'y a aucune preuve de cela. Cependant, on dit que le vérificateur général qui s'occupe du temple a affirmé que la chambre forte B avait été ouverte au moins 7 fois depuis 1990, et que rien de grave n'était arrivé à quiconque y était entré. Qui sait, peut-être devrions-nous envoyer Indiana Jones pour vérifier. Le tombeau du premier empereur. Au plus profond d'une colline, complètement intacte et entouré de pièges dangereux, se trouve un ancien tombeau vieux de 2000 ans.
Il appartient à Qin Shi Huang, alias le premier empereur de Chine. Il est né dans l'état de Qin et est devenu roi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais lorsqu'il est devenu adulte et qu'il a acquis tous les pouvoirs, il a unifié les États belligérants qui divisaient la Chine ancienne en les conquérant. Il a ensuite créé la dynastie Qin. Lorsqu'il est mort en 210 avant notre ère, il a été enterré profondément sous terre dans un tombeau massif. Et quand je dis massif, je veux dire massif. En 1974, des fermiers de Xi'an, en Chine, sont tombés sur quelque chose d'étrange en creusant un puits. Un énorme soldat en terre cuite. Cette découverte a donné lieu à des fouilles archéologiques approfondies qui se sont poursuivies pendant plus de 40 ans, révélant une collection de milliers de soldats en terre cuite. Ce qui est unique à propos de ces soldats, c'est que chacun d'entre eux a ses propres caractéristiques, des coiffures aux expressions faciales. On pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à 8000 de ces soldats, mais seulement 2000 ont été trouvés jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que la tombe centrale, qui est censée être le lieu de repos de l'empereur, n'a pas encore été touchée. Les documents anciens font référence à une vaste ville souterraine que l'empereur a construite, avec des tours panoramiques, des palais, etc. Sima Qian, un historien de la dynastie Han, a écrit que la tombe était ornée de trésors et qu'elle pouvait accueillir des centaines de personnes. Mais le manque de technologie pour examiner correctement le site bloque les recherches. Qin Shi Huang était entouré de mercure liquide dans sa tombe, avec 2 des ruisseaux représentant les principaux fleuves de Chine, le fleuve jaune et le Yangtze. Les anciens Chinois croyaient que le mercure pouvait provoquer l'immortalité, mais il aurait également pu causer la mort de l'empereur puisqu'il prenait régulièrement des pilules de mercure pour prolonger sa vie. Les niveaux dangereux de contamination au mercure dans le sol près de la tombe sont la principale raison pour laquelle les scientifiques hésitent à l'explorer. Cela pourrait être très dangereux à la fois pour les gens et pour l'environnement. Si tu me demandes mon avis, si je devais choisir quelle porte ouvrir, je choisirais probablement celle qui ne mène pas à une tombe entourée de mercure toxique. Traite-moi de fou, mais j'aimerais éviter tout risque potentiel pour la santé. Tu peux compter sur les gens qui arpentent Google Earth pour tomber sur les endroits les plus inattendus et les plus étranges au monde. Comme cette mystérieuse pyramide découverte en Antarctique, par exemple. Très vite, Internet s'est mis à foisonner de toutes sortes de théories concernant cette forme inhabituelle. Serait-ce le signe d'une forme de vie inconnue? Cette pyramide est-elle vraiment naturelle ou bien est-elle artificielle? Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'on découvre une pyramide en Antarctique. La première a été observée par l'expédition antarctique britannique dans les années 1910 et a été gardée secrète pendant longtemps. Cette découverte passée sous silence n'a fait qu'ajouter au mystère. Une seconde structure de ce type a été découverte en 2016, ce qui a encore accru l'intérêt pour la question. Le mystère a été assez vite décrypté par les scientifiques. Ces formations sont tout simplement des montagnes. Elles se situent près des monts Ellsworth, une chaîne de plus de 400 km de long. Donc ce sont juste des pics montagneux qui ont percé la couche de glace. Quant à leur forme particulière, il s'agit juste d'une coïncidence. On trouve des pyramides partout dans la nature. Le mont Cervin dans les Alpes et le mont Búlandstindur en Islande, par exemple, sont assez similaires en termes de forme. Le nom officiel de pareils pics est Nunatak, c'est-à-dire des pics rocheux qui émergent d'un glacier ou d'une couche de glace. L'Antarctique a des caractéristiques encore bien plus stupéfiantes, comme le fait qu'il abrite 60 à 90% de l'eau douce du monde. C'est parce que sa couche de glace est la plus vaste de notre planète, s'étendant sur 14 millions de kilomètres carrés. On t'épargne les calculs, mais cela ne laisse qu'1% du continent dépourvu de glace. La glace de l'Antarctique atteint 4,5 km d'épaisseur à son point le plus profond, soit la moitié de la hauteur du mont Everest. Si elle venait à fondre complètement, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Mais il n'a pas toujours fait aussi froid ici. À un certain moment de l'histoire de notre planète, l'Antarctique présentait les mêmes températures moyennes que la ville de Melbourne aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de recherches, mais les scientifiques ont découvert que les températures de l'Antarctique pouvaient atteindre jusqu'à 17 degrés Celsius. Bien sûr, c'était il y a 40 à 50 millions d'années. Mais si tu y réfléchis, c'était à la même époque que les dinosaures parcouraient notre Terre. Le temps s'écoule aussi différemment sur ce continent glacé. Toutes les lignes de longitude qui nous aident à calculer les différents fuseaux horaires fusionnent en un seul point, au pôle sud.
Ici, le jour dure 6 mois en été, suivi de 6 mois d'obscurité totale pendant la saison froide. Les scientifiques qui travaillent ici se réfèrent donc le plus souvent à leur fuseau horaire d'origine. Les chutes de sang ne sont pas un vulgaire chapitre d'un film d'épouvante, mais simplement une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain, rempli d'un type de bactéries particulier. Ces petits organismes absorbent des sulfates en guise de nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ces eaux est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement lorsqu'elle entre en contact de l'air. Ainsi, la couleur rougeâtre de la cascade lui donne aussi son nom. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs jamais connus dans l'histoire de notre planète. En termes d'habitat, le mégalodon vivait dans pratiquement toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement que la créature gigantesque était adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Si tu prévois de visiter l'Antarctique en bateau un jour, sache que tu risques de ne pas y parvenir sur un bateau autre que métallique. La coque de ton navire doit être en acier ou en aluminium pour résister aux conditions climatiques difficiles qui règnent ici. L'Antarctique n'abrite pas beaucoup d'insectes. En fait, il n'y a qu'une seule véritable espèce d'insecte qui ait élu domicile ici. C'est un moucheron sans ailes, du nom de Belgica antarctica. Ce diptère est si petit qu'il n'atteint que 2 à 6 mm de long. De nombreux poissons de l'Antarctique ont aussi une substance antigel dans leur sang. Ils n'en ont pas forcément besoin pour se protéger du froid, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec la glace. Ces antigels sont constitués de grosses molécules de glycoprotéines. Elles entourent les petits cristaux de glace qui pourraient se former en s'assurant qu'ils ne se répandent pas dans les tissus de l'animal, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Elles agissent également comme une sorte de petit coussin, bloquant les cristaux de glace pointus afin qu'ils soient moins susceptibles de provoquer une douleur quelconque. Il ne pleut pas non plus beaucoup sur ce continent glacé. Mais l'Antarctique a une particularité météorologique étonnante. Il regorge de poussière de diamants. Cette poussière est en fait constituée de petits cristaux de glace qui se forment dans l'air humide près de la surface. Tu peux voir cela comme un brouillard glacé. Lorsqu'ils circulent dans l'air et sont frappés par la lumière du soleil, ils se mettent à scintiller, et ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être entourés de diamants. C'est probablement le dernier endroit où tu voudrais accoucher. Mais c'est en 1978 que la première personne est née ici de tous les temps. Son nom est Emilio Marcos Palma, et depuis lors, 10 autres personnes sont nées ici en Antarctique. Il se trouve un lac sur ce continent glacé qui est tellement saturé de sel qu'il lui est impossible de geler, même si les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. C'est parce que l'eau pure gèle à 0 degrés Celsius. L'eau qui contient du sel, ou toute autre substance d'ailleurs, gèlera quand même, mais à une température bien plus basse. Cette température inférieure est variable en fonction de la substance elle-même et de la quantité qui s'en trouve dans l'eau. L'Antarctique fut le dernier continent à être découvert officiellement. Il est resté complètement inexploré jusque dans les années 1920. Mais il aura fallu 20 ans de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un continent et pas seulement d'un amas d'îles glacées. Ce n'est pas parce qu'il fait très froid ici que tu ne peux pas y avoir de rendez-vous galant. Une nuit de décembre, un scientifique américain en poste en Antarctique s'est connecté à une application de rencontre, simplement par curiosité. Il était certain qu'aucun autre profil n'apparaîtrait, mais à sa grande surprise, il a trouvé quelqu'un assez rapidement. Une autre chercheuse qui était postée à seulement 45 minutes de là et qui se trouvait en hélicoptère bien sûr. Ils ont fini par se rencontrer et ont ainsi eu le premier encart en Antarctique jamais enregistré. Hormis la glace, ce continent possède quelque chose d'autre en bien plus grande abondance que n'importe quel autre endroit sur Terre. Des météorites. Si l'on se réfère aux recherches effectuées par les scientifiques, les météorites ont les mêmes chances d'atteindre n'importe quel point de notre planète. Cependant, une fois qu'elles ont traversé notre atmosphère, la situation se complique un peu. C'est parce que les différents climats de notre planète, comme ceux que l'on trouve près des jungles, ont beaucoup d'humidité et d'oxygène, capables de corroder la plupart des météorites. Le climat de l'Antarctique est vraiment sec, et donc la possibilité que les météorites s'y corrodent est faible, voire carrément nulle. De plus, il est beaucoup plus facile de repérer ces roches sur la surface blanche et glacée de ce désert que dans n'importe quel autre endroit sur Terre.
Si le froid ne te fait pas peur, tu vas sûrement flipper quand tu entendras parler des vents qui règnent ici. C'est parce que l'Antarctique est essentiellement l'endroit le plus venteux de la planète. On a rapporté que la vitesse des vents ici pouvait même atteindre les 320 km/h.